acte où on la raconte. Mais donc, je reviens, je redonne brièvement l'énoncé sur lequel j'ai beaucoup parlé la dernière fois. On a donc deux jumeaux dont l'un va rester immobile sur la Terre, ne pas bouger, et l'autre va partir en voyage, dans un voyage spatial, où il atteint, et ça c'est essentiel, des vitesses relativement proches de celles de la lumière. Je vous rappelle, cette vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Quand je dis relativement proche, c'est peut-être quelque chose comme 1%. Alors que si vous prenez le plus rapide des avions supersoniques aujourd'hui, qui va à peu près à 1000 km/h, si je ne m'abuse, ça doit faire à peine 1/1000 de la vitesse de la lumière. Bon, donc on en est loin technologiquement, mais on imagine cela. Donc, le jumeau voyageur s'en va, donc sa fusée décolle. À un moment donné, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter, faire demi-tour, revenir et retrouver son frère jumeau qui, lui, est resté sur Terre. Et pour l'un des jumeaux, s'est écoulé une durée, mettons, de 1 an. Pour l'autre, s'est écoulé une durée de 10 ans. La durée la plus courte étant pour le jumeau voyageur. Tel est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin. Pourquoi y aurait-il paradoxe? J'en ai parlé également. Brièvement, je rappelle, c'est qu'une analyse un peu sommaire et fausse consisterait à dire que les deux jumeaux, finalement, s'il y a une situation symétrique, c'est-à-dire que si l'un voit le temps plus court que le deuxième aussi, à sa manière, devrait voir le temps plus court alors qu'il le voit plus long. Alors, la réponse, c'est que la situation n'est pas du tout symétrique, puisque l'un des jumeaux, celui qui a voyagé, a subi des accélérations, c'est-à-dire des changements de vitesse au décollage, au demi-tour, etc. Et c'est ce point qui est absolument fondamental. Alors j'avais fait une petite analogie géométrique avec ce qui se passe dans l'espace. Si j'ai deux points dans l'espace, je peux tracer entre les deux points une ligne droite. Je peux tracer également un autre trajet avec une ligne brisée, par exemple, ce qui va dessiner un triangle. Évidemment, entre les deux points, la distance de la ligne droite est plus courte que la distance de la ligne brisée. Et ce qui fait la différence entre les deux longueurs, c'est que, précisément, dans la ligne brisée, il y a un angle, alors que dans la ligne droite, il n'y en a pas. Donc là, il y a une analogie totale dans l'espace-temps, ce qui fait que le trajet, ou plutôt la durée du jumeau immobile est la plus longue, cette fois, ce n'est pas la plus courte, c'est parce que c'est une ligne sans accélération. Donc vous voyez que l'accélération dans la relativité restreinte, dans cette expérience, joue un peu le même rôle que les angles dans un trajet spatial. Je dis joue un peu le même rôle puisque je vous l'ai présenté comme une analogie, mais dans la géométrie de la relativité restreinte, c'est beaucoup plus qu'une analogie, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on va raisonner en termes d'espace-temps. Or, une accélération, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de vitesse. Vous savez bien, une vitesse augmente ou diminue, ou change de direction. Une accélération, c'est un changement de vitesse. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse dans l'espace-temps? On l'a évoqué la dernière fois, ça n'est rien d'autre qu'une direction. Donc, un changement de vitesse, une accélération, c'est un changement de direction dans l'espace-temps. Un changement de direction, c'est exactement un angle. Donc, ce que je vous ai présenté comme une analogie, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire que ce paradoxe des jumeaux de Langevin dans la relativité restreinte, maintenant qu'on a l'espace-temps, on peut le décrire, le dessiner même, d'une manière purement géométrique, et il n'y a rien de plus mystérieux à dire que le trajet du jumeau voyageur a une durée plus courte que celui du jumeau immobile, que de dire qu'entre deux points, la longueur d'une ligne brisée est plus longue que la longueur d'une ligne droite. Ce théorème, si vous voulez, de géométrie ordinaire, se transpose très exactement en géométrie de l'espace-temps. Donc ça, si vous voulez, c'est le point de vue géométrique. Alors évidemment, ça ne lève pas totalement le paradoxe, peut-être, c'est-à-dire que d'une certaine manière, cette différence de durée est contraire au bon sens, c'est-à-dire que les jumeaux, ils sont nés le même jour, jusqu'à l'âge de 20 ans par exemple, ils ont leurs anniversaires en même temps, ils ont strictement le même âge. C'est vrai que quand le jumeau immobile va fêter son 30e anniversaire, le jumeau qui sera revenu n'aura que 21 ans. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est ce que dit la relativité restreinte. Et même si cette expérience, rigoureusement, n'a pas pu être faite, parce que pour le moment, on n'a pas les moyens d'accélérer un vaisseau
à une vitesse proche de la lumière. Il y a des expériences presque identiques qui ont été faites et qui nous disent que c'est bien le cas. Encore un nouveau moyen qui peut vous aider à comprendre un peu ce qui se passe, je ne dis pas complètement, c'est imaginons les choses suivantes. Bon, pour fixer les choses, je suis le jumeau voyageur et vous êtes le jumeau immobile. Donc je m'en vais dans ma fusée. Et puis je décide, par exemple, tous les mois, je vous envoie un message sous forme d'onde radio. Donc moi, dans ma fusée, j'ai ma montre, j'ai mon calendrier, je tiens mon calendrier, et tous les mois, j'envoie un message radio à la Terre. Alors vous, la Terre, vous allez recevoir ce message radio. Mais imaginons, je pars, au bout d'un mois, j'envoie un message. Mais évidemment, ce message, pendant ce mois, je me suis éloigné. Donc, le message va encore prendre du temps pour arriver sur Terre. Donc j'envoie le message au bout d'un mois, et il faut en plus le temps que le message arrive. Donc, vous qui êtes resté sur Terre, vous allez recevoir le message non pas un mois après mon départ, mais un mois plus quelque chose. Bon, disons pour fixer les idées qu'on choisit la vitesse telle que vous recevez le message tous les 2 mois. Et puis après, c'est pareil, j'envoie un message pour moi un mois après à ma montre, mais j'ai encore, pendant ce mois, je me suis encore éloigné. Donc, ça va prendre encore du temps. Donc moi, avec ma montre, j'envoie un message tous les mois, mais vous allez le recevoir tous les 2 mois. Très bien, c'est comme ça. Ce qui veut dire que quand moi, j'aurai envoyé, mettons 12 messages, au bout d'un an à ma montre, vous allez recevoir les 12 messages pendant 2 ans de votre temps. Très bien. Après, je fais demi-tour, mais je continue à envoyer un message tous les mois. Seulement dans ce cas-là, il va se passer le phénomène contraire. C'est-à-dire que comme je me rapproche, la lumière aura un petit peu moins de temps à parcourir. Donc, moi, j'envoie les messages tous les mois selon ma montre, mais vous les recevez, par exemple, non pas tous les mois, mais tous les 15 jours. Donc la situation est la suivante. Moi, mettons que dans mon temps, je suis parti 2 ans. Tous les mois, pendant ces 2 ans, j'ai envoyé un message. Donc en tout, j'ai envoyé 12 et 12, 24 messages, et ça a duré 2 ans à ma montre. Vous avez reçu également 24 messages, forcément. Mais les 12 premiers messages étaient chacun séparés de 2 mois, et les 12 suivants étaient chacun séparés de 15 jours. Donc vous faites la somme, vous trouvez 12 fois 2 mois, ça fait 24 mois, donc 2 ans, plus 12 fois 15 jours, c'est-à-dire 6 mois. Donc 2 ans et demi. Donc vous voyez, dans mon expérience, moi j'ai vécu 2 ans, et vous avez vécu 2 ans et demi. Et on se retrouve et tout va bien, sauf qu'on n'a pas vécu le même temps. Alors si la vitesse était encore plus grande, au lieu que ça soit 2 ans et demi et 2 ans, ça serait 10 ans et 20 ans, ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est une autre manière, si vous voulez, de présenter ce paradoxe, pour vous montrer qu'on peut le prendre de plusieurs côtés, et finalement on arrive toujours à donner une certaine description de ce qui se passe. C'est-à-dire, peut-être on peut trouver ça contraire au bon sens, mais finalement, il n'y a rien de paradoxal. Alors, je vous ai dit aussi que l'expérience avait été faite approximativement. On n'a pas les moyens, comme je vous l'ai dit, d'envoyer un vaisseau à une telle vitesse avec quelqu'un dedans, mais on peut se dire... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le décalage temporel dont je parle, c'est-à-dire la différence de durée entre les histoires des 2 jumeaux différents, elle va être d'autant plus élevée que les vitesses à laquelle se déplace le jumeau est élevée. Et ça, c'est une caractéristique de la relativité restreinte. La relativité restreinte est une théorie dont, évidemment, les prédictions diffèrent de celles de la physique de tous les jours, de celles de la physique newtonienne et de notre intuition. Et la différence est d'autant plus élevée que les phénomènes que l'on regarde se produisent à des vitesses élevées. Jamais à celle de la lumière, c'est une impossibilité, sauf pour la lumière précisément, mais ça peut atteindre quelque chose de comparable. Ce qui finalement augmente d'autant plus le mérite de ceux qui ont fondé cette théorie de la relativité restreinte, à savoir essentiellement Poincaré et Einstein, et aussi Minkowski. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à construire cette théorie qui finalement décrit des effets qui se produisent à des vitesses proches de celles de la lumière, alors qu'à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il n'existait aucune situation physique concrète où
ces vitesses étaient rencontrées. Aujourd'hui, où est-ce qu'on rencontre des vitesses proches de la lumière? Bon, évidemment, il y a les accélérateurs de particules. C'est le cas le plus courant parce que dans un accélérateur, précisément, on accélère les particules, on leur communique une vitesse qui va être, par exemple, 90-99% de la vitesse de la lumière. Une situation un peu analogue, c'est celle des rayons cosmiques. Il y a des rayons, des petites particules qui sont émises par le Soleil ou par d'autres étoiles, ou quelquefois on ne sait pas trop d'où elles viennent d'ailleurs, qui arrivent et qui bombardent la Terre, donc la haute atmosphère, sans arrêt. Et certaines de ces particules, même la plupart, vont à des vitesses comparables à celles de la lumière. Mais ces particules, ces rayons cosmiques, on ne les connaissait pas non plus à l'époque d'Einstein. Autre situation, c'est l'astrophysique, l'astronomie. Maintenant, on connaît dans l'univers, parce qu'on les a observés en détail avec des télescopes, avec des satellites, etc., on connaît des tas d'objets, on connaît des tas de systèmes où se produisent des phénomènes qui impliquent des vitesses comparables à celles de la lumière. On en connaît beaucoup, on en a observé beaucoup. Et on est sûr qu'il y a des phénomènes proches des vitesses de la lumière, on l'a bien mesuré, et on est sûr que dans ce cas-là, les effets prédits par la relativité restreinte, c'est-à-dire dus à ce que des transpositions, si vous voulez, de cet effet des jumeaux de Langevin, existent bel et bien, on les a mesurés, et il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer les situations. Donc, situation astrophysique. Encore un autre domaine, c'est celui des voyages spatiaux. Quand on envoie des fusées, des satellites, bon, les vitesses que l'on atteint ne sont pas, en général, comparables vraiment à celles de la vitesse de la lumière. Ça va être quelques millièmes. Alors, il se trouve que l'intensité des effets relativistes va être proportionnelle non pas à la vitesse, mais au carré de la vitesse. Ce qui compte, si je vous donne une vitesse, le chiffre qui est important pour mesurer l'intensité des effets relativistes, c'est-à-dire pour mesurer à quel point les prédictions de la relativité vont différer de la physique ordinaire, ce qui compte, c'est le rapport entre la vitesse et la vitesse de la lumière. Donc si je vais, par exemple, à 99% de la vitesse de la lumière, vous voyez que ce rapport est presque l'unité. Si je vais simplement à 1 millième, ce rapport est 1 millième. Et il se trouve que l'intensité des effets, c'est le carré de ce rapport. Donc vous voyez que si j'ai un avion supersonique qui va à 1 millième de la vitesse de la lumière, les effets que j'attends ne vont être que de l'ordre du millionième. C'est-à-dire que si j'ai une expérience, si je fais une expérience qui dure une journée, avec deux avions qui représentent les deux jumeaux, eh bien, à la fin, la différence de temps entre les deux avions, entre les durées, sera simplement d'un millionième de journée. Ce n'est pas beaucoup, mais ça se mesure, avec des horloges qu'on peut embarquer dans les avions, et c'est comme ça que l'expérience a été faite, bien entendu. Donc, je reviens au quatrième exemple, si vous voulez, où il y a aujourd'hui des effets relativistes, qui est la navigation et la télécommunication spatiale. C'est-à-dire que bien qu'on ait des vitesses qui soient peut-être de l'ordre du millième de celle de la lumière, donc des effets de l'ordre du millionième, eh bien ces effets sont importants. Ces effets sont importants parce que faire une erreur d'un millionième sur une durée ou sur une distance quand on pilote une sonde interplanétaire, eh bien c'est capital. Si on faisait cette erreur, on arriverait à des effets complètement faux. Donc c'est extrêmement important, dans un système comme le GPS aussi. Donc ces effets de la relativité, c'est-à-dire ces effets, exactement la transposition de l'histoire des jumeaux de Langevin à ces satellites, non seulement on les observe et on les mesure, mais si on n'en tenait pas compte, c'est-à-dire si on ne les connaissait pas, nous serions totalement incapables de piloter un satellite, de savoir où il se trouve et de nous repérer également avec le système GPS par exemple. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui, dans ces quatre domaines, particules accélérées, rayons cosmiques, astrophysique, navigation spatiale et repérage, sont complètement vérifiés. Mais à l'époque d'Einstein, ça n'était pas le cas. La seule situation qu'il connaissait, et qui d'ailleurs a conduit Einstein et Poincaré à construire cette théorie, la seule situation qu'il connaissait, c'était celle de la vitesse elle-même. Et je vous ai exposé la dernière fois comment a été construite, comment a été introduite cette théorie de la relativité restreinte, précisément à partir de l'observation que la vitesse de la lumière reste toujours constante en toutes circonstances. Donc vous voyez qu'au XIXe siècle, alors qu'on avait une différence inexplicable entre la cinématique des particules de matière et la cinématique de la lumière, cette différence
a conduit Einstein, Poincaré et d'autres à réfléchir et à construire cette nouvelle théorie. Et ce que dit cette nouvelle théorie, c'est donc qu'il faut remplacer espace et temps séparés par l'espace-temps. Ça veut donc dire qu'il y a de nouveaux rapports, de nouveaux liens, de nouvelles relations entre l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus indépendants comme ils l'étaient avant et comme on a tendance à le penser, mais que désormais ils sont complètement liés. Ça veut dire quoi? Bon, j'en ai déjà parlé abondamment, mais ça veut dire que dans l'espace-temps, finalement, il y a plusieurs manières de définir le temps. Il y en a même une infinité. C'est-à-dire que le temps pour moi, ce n'est pas la même chose que le temps pour le cosmonaute, ce n'est pas la même chose que le temps pour un autre cosmonaute, etc. Ça change. Il y a donc une infinité de temps, ce qui veut dire que l'idée d'un temps unique a disparu. L'idée qu'on puisse définir de manière absolue si deux phénomènes se déroulent simultanément ou pas a disparu. Et même pour certains phénomènes, il est impossible de dire si c'est l'un qui se déroule avant l'autre ou l'autre qui se déroule avant le premier. Ces définitions-là n'ont plus de sens. Et finalement, lorsque l'on essaye de dire, bon ben moi, au moins, je suis ici, d'ailleurs je vais à la même vitesse que vous, donc on va avoir une définition commune, c'est bien vrai, on va pouvoir définir quelque chose qu'on appelle le temps, et heureusement, c'est celui de nos mondes, c'est ce qu'on appelle le temps universel, qui est valable sur toute la Terre, même dans tout le système solaire, si on ne va pas trop vite, donc ça va très bien. Mais il faut bien se rendre compte que non seulement ce temps, il n'est défini que pour nous, et il ne serait pas défini par exemple pour un cosmonaute qui passe très vite dans le système solaire, mais en même temps il est défini d'une manière locale. C'est-à-dire ce temps, il a un sens pour définir ce qui va se passer sur la Terre, peut-être dans le système solaire, mais il n'a pas vraiment de sens pour définir ce qui se passe dans la galaxie d'Andromède, par exemple. Parce que dans la galaxie d'Andromède, ils auront leur montre, et non seulement il est impossible de synchroniser, il est plutôt impossible de dire un événement de la galaxie d'Andromède se déroule en même temps qu'ici, mais de toute manière, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour se rendre compte que même si on voulait le faire, il y aura des difficultés énormes. Parce que si par exemple, je dis à quelqu'un dans la galaxie d'Andromède, bon, à un moment donné, vous allez me donner un top. Très bien, il va me donner un top, mais la galaxie d'Andromède est à 1 million d'années-lumière. Donc ce top va mettre 1 million d'années pour m'arriver. Donc, je lui dis, envoie-moi un top. Déjà, le temps que je lui dise ça, il s'écoule 1 million d'années. Au bout d'1 million d'années, il reçoit mon message, envoie-moi un top. Il envoie un top, et moi, je le reçois au bout de 2 millions d'années. Très bien. Bon, vous voyez que la notion de simultanéité, même si on arrivait à la définir, elle n'aurait pas tellement de sens. D'ailleurs, au passage, petite remarque, vous savez qu'il y a des tas de gens qui essayent de communiquer avec les extraterrestres. Vous voyez qu'il y a quand même un problème fondamental, c'est-à-dire qu'on envoie un message aux extraterrestres, c'est très bien, mais s'ils le reçoivent, ça va être dans... Bon, mettons que ça soit sur une étoile qui se situe à quelques années-lumière, donc ils vont le recevoir au bout de quelques années, et la réponse va mettre encore quelques années à nous arriver. Donc il ne faut pas s'attendre à pouvoir communiquer comme ça avec des extraterrestres, c'est une idée un peu farfelue. Mais je reviens à la relativité restreinte, donc vous avez bien compris maintenant que c'est vraiment le cadre dans lequel les physiciens travaillent, sachant que tant qu'on ne fait pas intervenir dans nos expériences des vitesses importantes, on peut encore utiliser le bon vieux cadre de la physique de Newton, c'est-à-dire parler d'espace et de temps, il n'y a pas de problème, de la même manière que quand on se donne rendez-vous ici, il n'y a pas de problème non plus, sauf sur le périphérique, mais c'est autre chose. Donc l'espace-temps de la relativité restreinte, c'est une chose bien établie. Et on a gagné beaucoup de choses. On a gagné beaucoup de choses, pourquoi? Bon, d'abord, il n'y a plus de problème, la cinématique de la lumière et celle de la matière sont parfaitement prises en compte, on en rend compte d'une manière parfaite. Toutes les expériences de physique, on les explique, il n'y a pas de problème. Et on a gagné, puisque finalement, on a, d'une certaine manière, une vision encore plus unificatrice qu'avant. Puisqu'avant, on avait l'espace et le temps séparés, maintenant, on a l'espace-temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné, finalement, en symétrie et en harmonie. Et je m'explique. On a gagné en symétrie parce que on a maintenant la possibilité d'échanger les dimensions d'espace et de temps. Parce que finalement, échanger les dimensions d'espace et de temps, ça revient à changer de vitesse. On pourrait le comprendre si je vous faisais un cours vraiment de géométrie de l'espace-temps avec un tableau, etc., comme je fais à mes élèves, mais
Bon, croyez-moi, c'est une sorte de possibilité d'échange. Et finalement, pourquoi je dis qu'on a gagné? Parce que c'est une sorte d'économie de la pensée. On n'a plus besoin de se dire, il existe quelque chose qui s'appelle l'espace et que je dois comprendre, il existe autre chose qui s'appelle le temps et que je dois comprendre, et je dois ensuite comprendre les relations entre les deux. Non, il y a quelque chose qui s'appelle l'espace-temps, qui se divise en 4 dimensions, dont 3 qui sont plutôt de nature spatiale et temporelle. Vous voyez, il y a une sorte d'économie, de simplicité, d'harmonie, de symétrie. Les choses sont devenues beaucoup plus simples à décrire. Et croyez-moi, quand on regarde les équations, quand on rentre vraiment dedans, eh bien effectivement, c'est immensément plus simple. Et même si on n'avait pas les confirmations, toutes celles dont je vous ai parlé, c'est tellement simple à décrire qu'on se dirait, bah, c'est forcément comme ça. Et en fait, si Einstein et Poincaré se sont attachés à défendre tellement cette théorie avant d'en avoir les confirmations expérimentales, c'est qu'ils ont vu que c'était un moyen extrêmement simple, et on dirait même extrêmement élégant, dans la mesure où c'est des équations vraiment très simples et très harmonieuses. Ils se sont dit de cette manière, sans avoir de confirmation expérimentale encore, c'est forcément comme ça que la nature fonctionne. Donc, théorie de la relativité restreinte, énoncée 1904-1905 par Poincaré et Einstein, reprise ensuite évidemment par beaucoup de physiciens, et c'est notamment le physicien Minkowski qui, à peu près 5 ans plus tard, peut-être en 1911, a vraiment introduit et formalisé cette idée d'espace-temps qui maintenant est devenue banale, qui est devenue un cadre géométrique très agréable, comme je vous l'ai dit, pour faire tous les calculs que l'on désire, mais qui également représente la vraie réalité physique. Alors, bon, je dis la vraie réalité physique, certainement, s'il y a des philosophes ou des épistémologues dans la salle, ils vont sursauter, j'imagine, puisque ça fait plus de 2000 ans, de 3000 ans peut-être même, qu'on s'interroge sur la nature de l'espace, la nature du temps, leur réalité, leur degré d'existence, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe vraiment? Bon, je ne prétends pas du tout qu'on ait résolu ces problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que ces problèmes de réalité de l'espace et du temps sont devenus maintenant des problèmes de réalité de l'espace-temps, si vous voulez. C'est-à-dire les problèmes sont tous transposés, ils restent les mêmes, mais les choses sont quand même, à mon avis, simplifiées. Alors, il s'agit ici de parler du temps. Donc, vous avez compris que la physique conduit nécessairement à abandonner le caractère unique et absolu du temps. Pourquoi cette théorie s'appelle théorie de la relativité? Parce que vous voyez bien que chacun de nous a son temps propre, c'est le mot exactement que l'on emploie en physique, le temps propre. Quand on parle de l'expérience des deux jumeaux, on va dire chaque jumeau voit s'écouler son temps propre. Et il se trouve que mon temps propre, c'est le temps qu'indique ma montre dans la mesure où elle m'accompagne, elle m'accompagne dans mon mouvement puisqu'elle est à mon poignet, mais grosso modo, c'est aussi le temps que je ressens. C'est-à-dire, bon, vous savez tous, évidemment, qu'il y a des heures on a l'impression qu'elles passent très vite, d'autres moins vite. Ça ne fait pas de... Ça, c'est bien connu. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'essaye de m'imaginer, de m'isoler et de dire, ben voilà, j'attends qu'une heure passe, bon, ben, il sera peut-être passé 40 minutes ou 1h20, je ne sais pas. Mais en tout cas, grosso modo, il sera passé 1 heure et en moyenne, il sera passé 1 heure, selon mon état d'esprit, etc. Si je refais l'expérience dans plusieurs circonstances, il y aura toujours 1 heure en moyenne. Donc, à certaines fluctuations près, qui représentent, si vous voulez, mon état d'esprit, mon état de conscience, mon temps psychologique coïncide avec le temps qu'indique ma montre, c'est-à-dire mon temps propre. Et tous nos temps psychologiques vont toujours coïncider avec notre temps propre. C'est pour ça que le jumeau qui voyage et le jumeau qui reste immobile, puisque leur temps physique, le temps indiqué par leur montre, diffère, c'est-à-dire que pour l'un s'est écoulé 1 an et pour l'autre s'est écoulé 10 ans, c'est la même chose dans leur temps psychologique, dans le temps qu'ils ont ressenti. C'est-à-dire que l'un a vraiment eu l'impression de vivre 1 an et l'autre a vraiment eu l'impression de vivre 10 ans. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, l'un peut raconter ce qui s'est passé pendant 1 année de sa vie et l'autre vraiment pendant 10 années de sa vie. C'est vraiment comme ça que ça se passe, non pas comme le croyait Bergson. Bergson disait, c'est vrai, les temps physiques diffèrent, mais les temps psychologiques doivent se réajuster parce que, disait-il, il existe une sorte de conscience absolue universelle. Non, ça ne peut pas se passer comme ça serait complètement illogique et paradoxal. Bon, j'en ai parlé la dernière fois.
Donc, nous avons vraiment, en relativité restreinte, plusieurs temps qui sont tous relatifs. Je ne dirais pas subjectifs, mais pour chacun de nous, notre temps relatif coïncide aux fluctuations près de nos états d'âme avec notre temps subjectif, celui que l'on ressent, celui que l'on éprouve, celui que l'on vit. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, et vous le savez bien, puisque vous savez qu'après la relativité restreinte en 1905, a été énoncée la théorie de la relativité générale, à peu près 10 ans plus tard, toujours essentiellement par Einstein. Cette théorie repose sur les acquis de la précédente, c'est-à-dire de la relativité restreinte, à savoir qu'il est définitivement établi que le cadre de la physique, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire un espace et un temps qui ont des liens entre eux, et non pas un temps unique et absolu, mais une infinité de possibilités de découper des temps différents, chacun relatif, dans un espace-temps. Très bien. L'espace-temps de la relativité restreinte, d'une certaine manière, il était rigide, c'est-à-dire, avec une dimension de plus, c'était à peu près la même géométrie que celle de l'espace, avec, vous savez, les parallèles, les angles droits, etc., quelque chose de bien rigide qui n'est pas courbe, qui n'est pas courbé. Ce que va dire la relativité générale, c'est quelque chose de différent. Elle va dire, cet espace-temps, qui est vraiment le cadre, eh bien, il peut avoir une certaine forme. Il peut être déformé, il peut être courbé. Exactement de la même manière que si vous prenez une feuille de papier, une feuille de papier, elle est plate. Si vous avez une feuille de tissu au lieu d'une feuille de papier, on peut la déformer, on peut faire des creux, des bosses, on peut lui donner une courbure qui va être variable en chaque point. Et parmi toutes les surfaces qu'on peut imaginer, il en existe une seule qui n'a pas de courbure, c'est le plan. Il en existe quelques-unes qui ont une propriété bien spéciale, c'est-à-dire que la courbure est partout la même. C'est une sphère. Une sphère, elle a une courbure. C'est même, en général, ce qu'on prend comme archétype d'une surface munie d'une courbure. Mais vous voyez bien que vous soyez sur un point de la sphère ou sur un autre, la courbure est partout la même. Alors que si vous avez une surface avec des creux et des bosses, il y a un endroit où la courbure va être en creux, un autre où elle va être positive, un autre où elle va être nulle parce que c'est pratiquement plat. Bon, donc la courbure sur une surface quelconque varie partout d'un point à un autre. Il n'y a que sur le plan et sur la sphère que la courbure est constante. À vrai dire, pour être strictement rigoureux, il existe aussi un autre type de surface qu'on appelle une surface hyperbolique où la courbure est également constante, mais c'est une surface qui a des propriétés un peu bizarres, donc je n'en parlerai pas ici. Alors, ces histoires de courbure, là je viens de vous en parler pour les surfaces, c'est la même chose pour l'espace. C'est-à-dire, quand je vous parle d'espace, vous imaginez tous l'espace dans lequel nous sommes, où nous avons l'habitude, dont on apprend les propriétés à l'école, et en fait c'est un espace sans courbure. C'est ce qu'on appelle l'espace euclidien. Mais ce qui a été découvert par les géomètres du XIXe siècle, je pourrais citer Gauss, Riemann, Euler, Lobachevsky, Bolyai, essentiellement, c'est que, de la même manière qu'il existe non seulement le plan, mais aussi des surfaces qui ont une courbure, il existe des espaces qui ont une courbure, et pas seulement l'espace euclidien. Évidemment, ces espaces, on va les appeler non euclidiens, puisque l'espace euclidien, par définition, c'est l'espace qui n'a pas de courbure. Et ils ont des propriétés tout à fait inhabituelles et remarquables. Et quand on passe de 2 à 3 dimensions, on passe de la surface à l'espace. Quand on passe de 3 à 4 dimensions, on passe de l'espace à l'espace-temps. Pour l'espace-temps, c'est la même chose. D'ailleurs, chez les mathématiciens, ça continue à 5, 6, 10, 50, autant de dimensions que vous voulez. La théorie est valable pour n'importe quel nombre de dimensions. Bon, les physiciens, eux, ils n'utilisent pas des nombres de dimensions arbitraires. C'est vrai, on a les surfaces si on veut, on a l'espace qui a 3 dimensions, on a l'espace-temps qui a 4 dimensions. Bon, vous avez entendu, j'en dirai certainement un mot dans le cours prochain, que maintenant la physique commence à parler de peut-être structures à 10 dimensions, 11 dimensions, des choses comme ça. Ça a un sens bien précis, pas très facile à concevoir. Je dirais ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle... Alors, ce n'est pas des espaces, puisque l'espace a 3 dimensions. Ce n'est pas des espaces-temps, puisque l'espace-temps a 4 dimensions. Donc, il faut trouver un nom pour les appeler. On pourrait dire des espaces à 10 dimensions, mais ce n'est pas très précis. Les mathématiciens utilisent le terme de variété. Si vous voulez, tout ce dont je parle, ce sont des variétés. Une surface, c'est une variété à 2 dimensions.
Un espace, c'est une variété à 3 dimensions. Un espace-temps, c'est une variété à 4 dimensions, etc. Une ligne, c'est une variété à 10 dimensions. Un point, même, c'est une variété à 0 dimension, si vous voulez. Bon. Donc, vous voyez que variété, c'est un mot très générique qui a à peu près le sens que l'on donnerait au terme espace, mais le terme espace étant déjà occupé par l'espace à 3 dimensions, c'est quelque chose de plus général. C'est un terme vraiment défini mathématiquement. C'est le terme qu'utilisent les mathématiciens. Donc, l'idée qu'ont les physiciens, c'est que le cadre de la physique, c'est une variété. Alors avant, chez Newton, c'était en fait 2 variétés. La variété à 3 dimensions qui représentait l'espace, plus la variété à 1 dimension qui représentait le temps. En relativité, c'est la variété à 4 dimensions qui représente l'espace. Après, on verra d'autres exemples. Et une variété, ça peut avoir de la courbure. Donc, c'est ce que dit la relativité générale. Reprenons déjà la relativité restreinte. Le message de la relativité restreinte, elle nous dit le cadre de la physique, c'est l'espace-temps qui est une variété à 4 dimensions. Mais cette variété à 4 dimensions, elle était sans courbure dans la relativité restreinte. De la même manière que l'espace de Newton, il était sans courbure. Donc, le cadre de la relativité restreinte, c'est une variété à 4 dimensions sans courbure. Et les mathématiciens nous disent, les variétés à 4 dimensions sans courbure, il en existe une seule. On l'appelle l'espace-temps de Minkowski, justement, pour faire référence à ce mathématicien Hermann Minkowski, qui en 1911 a montré que vraiment la bonne manière de formuler la relativité restreinte, c'était de l'énoncer dans le cadre de l'espace-temps. Donc cet espace-temps, on l'appelle espace-temps de Minkowski, c'est l'espace-temps de la relativité restreinte. Il n'a aucune déformation, aucune courbure. D'une certaine manière, il est plat. Ce que nous dit la relativité générale, c'est, eh bien non, l'espace-temps peut avoir une courbure. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qu'on appelle en termes géométriques la courbure de l'espace-temps, ça correspond très exactement à ce que les physiciens appellent la gravitation. Alors revenons un peu en arrière, revenons à Newton. Que dit Newton? Newton nous dit, le cadre pour faire de la physique, c'était au XVIIe siècle, c'est l'espace plus le temps. Dans l'espace, il y a des corps qui ont des mouvements. Et la physique de Newton, d'ailleurs comme celle de certains de ses prédécesseurs, Galilée, Kepler et ça, son but essentiel, c'était de comprendre les mouvements. Par exemple, les mouvements des planètes ou des étoiles dans le ciel, mais aussi la chute des corps sur Terre. Quand on envoie un boulet de canon, comment décrire sa trajectoire? Quand on décrit une planète autour du Soleil, puisqu'à l'époque on sait que c'est autour du Soleil que tournent les planètes, quelles sont les lois qu'il faut utiliser? Quelles sont les lois physiques qu'il faut utiliser? Et l'innovation, la grande innovation de Newton, c'est d'avoir montré que ce qui définissait, qu'on pouvait définir tous les mouvements, aussi bien sur Terre que dans le ciel, en utilisant les lois de la mécanique, que justement il a énoncées, les lois de la mécanique newtonienne, si vous voulez, et en faisant intervenir ce qu'on appelle la gravitation. Alors, les choses sont simples. Soit les corps sont soumis à une attraction gravitationnelle, par exemple par la Terre, ou par le Soleil, ou par une étoile, ou par n'importe quel corps massif, soit non. S'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle, les corps sont libres. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé du principe d'inertie. Un corps libre, dans la physique newtonienne, décrit une ligne droite à vitesse constante. Donc quand il n'y a pas de gravitation, c'est simple, le cas est réglé, les corps décrivent des droites à vitesse constante, en vertu de ce qu'on appelle le principe d'inertie. Bon. Mais évidemment, si vous avez une planète, elle sent l'attraction gravitationnelle de la Terre. Si vous avez un corps sur Terre, il sent l'attraction gravitationnelle de la Terre, c'est son poids. Donc la partie difficile dans la physique, dans la mécanique de Newton, c'est de dire ce qui se passe en présence de gravitation. Ce que dit Newton, c'est on va décrire la gravitation par des forces. C'est-à-dire qu'on va dire que les corps massifs exercent l'un sur l'autre des forces de gravitation précisément. Et quand on connaît la force, on sait calculer le mouvement. Et quand on applique cette physique newtonienne avec les forces de gravitation, eh bien, on explique bien la chute des corps, on explique bien les mouvements des planètes, des comètes, etc. On arrive même à prédire le retour de la comète, on arrive même à prédire l'existence d'une nouvelle planète, à savoir Neptune, donc c'est un succès extraordinaire. Bon. C'est un succès extraordinaire, mais Newton a été obligé d'introduire une structure nouvelle dans sa théorie. Autant c'était beau chez Newton, je dirais, d'avoir introduit l'espace et le temps
comme cadre de la physique, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi, cette introduction de l'espace, on pouvait la voir comme l'introduction d'une nouvelle symétrie, d'une nouvelle unité par rapport à la physique d'Aristote. Donc autant c'était beau d'avoir introduit l'espace et le temps, autant cette idée de force, elle posait problème. Parce qu'une force, qu'est-ce que c'est? Une force d'attraction entre, par exemple, la Terre et la Lune. C'est-à-dire que la Terre agit sur la Lune, mais à distance. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça paraît bizarre d'imaginer qu'un corps puisse agir sur un autre sans le toucher, sans aucun intermédiaire. Pardon. Donc une sorte de caractère très mystérieux dans la physique de Newton, dû à la présence de cette fameuse force à distance, ce qui d'ailleurs a posé beaucoup de problèmes à Newton lui-même et à tous ses contemporains, et qui a empêché pendant longtemps que la théorie de Newton soit acceptée. Donc, un caractère, si vous voulez, un peu insatisfaisant de cette physique de Newton. C'est vrai que décrire les choses en termes de force, ça marche bien, mais comment comprendre intuitivement ce que c'est qu'une force, c'est-à-dire que ça puisse agir à distance sans milieu intermédiaire, ça choquait beaucoup. Ça choquait tellement que Newton et d'autres ont été obligés, si vous voulez, d'inventer l'existence de ce qu'on appelait l'éther, dans ce cas-là l'éther gravitationnel. C'est-à-dire que entre deux corps, comme la Terre et la Lune, mais finalement entre tous les corps, l'espace serait baigné d'une sorte de milieu intermédiaire qui aurait pour mission justement de transmettre les forces de gravitation, qui serait une sorte de médium qui n'aurait que comme seule fonction que de transmettre l'interaction gravitationnelle. Éther gravitationnel. Bon, c'est pas vraiment le vide, parce que ça a au moins cette propriété de transmettre la gravitation, mais c'est pas non plus quelque chose de matériel, on peut pas le toucher, on peut pas le localiser, et ça représente pas d'énergie, etc. Donc, quelque chose qui a un statut un peu bizarre et dont on n'arrive pas à faire une théorie cohérente. Donc il y avait cette espèce de mystère de l'éther gravitationnel, et c'est essentiellement en réfléchissant à propos de ce mystère que Einstein a construit sa théorie de la relativité générale. Pourquoi? Parce que la relativité générale, c'est avant tout une théorie de la gravitation. C'est-à-dire que c'est pour résoudre le problème de la gravitation que Einstein a inventé cette nouvelle théorie. Non pas pour expliquer une expérience ou une observation qui ne marchait pas avec la théorie de Newton, tout marchait très bien avec la théorie de Newton. La seule chose qui ne marchait pas, c'était ce que je viens de vous dire sur le plan conceptuel. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à concevoir cet éther, c'était quelque chose qui semblait assez gênant. Bon, on oubliait le problème, on appliquait la théorie, tout marchait très bien, mais c'était insatisfaisant quand même. Et Einstein a complètement changé la vision des choses. Il a dit, bon, bah, finalement, moi j'abandonne la description newtonienne en termes de force. C'est-à-dire pour moi, les forces n'existent pas, du moins pour décrire la gravitation. Après, il y aura des forces pour les forces électriques et magnétiques, mais c'est autre chose. Là, on parle de la gravitation. Donc pour Einstein, les forces gravitationnelles n'existent pas. Mais la gravitation, je l'interprète différemment. Je l'interprète justement comme la courbure de l'espace. Les creux, les bosses, si vous voulez. Et alors, que disait Newton? Newton, il disait, le corps, un corps, une particule ou une planète, sent une force, et du coup, cette force va lui donner une accélération. Une accélération, c'est un changement de vitesse, donc elle va changer sa vitesse. Et puis sans arrêt, comme ça, donc au lieu de décrire une droite, parce qu'il y a une force gravitationnelle, elle va décrire une courbe qui peut être une ellipse ou une parabole, une hyperbole, etc. Bon. Einstein abandonne cette description, il en donne une différente. Il va dire, ben non, il n'y a plus de force. Une particule ou une planète se déplace dans l'espace-temps courbe. Mais l'espace-temps courbe, ben, il est courbe, précisément. Donc, la particule ne va pas suivre une ligne droite, parce que dans l'espace-temps courbe, il n'y a pas de ligne droite. Essayez de prendre une sphère et de tracer une ligne droite dessus. Vous n'allez jamais y arriver, vous prenez une règle, jamais vous allez la faire coller à la sphère. Donc dans un espace-temps courbe, il n'y a pas de ligne droite. Donc une particule, elle n'a pas le choix, elle ne peut pas suivre de ligne droite. Donc elle va suivre une certaine ligne courbe, elle va suivre la courbure de l'espace-temps, comme sur un toboggan, si vous voulez. Là où il y a des creux et des bosses, elle suivra les creux et les bosses. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que, ben voilà, on fait le calcul suivant. On se dit, ben, il y a le Soleil au centre du système solaire.
Donc le Soleil doit créer une certaine courbure de l'espace-temps. Quelle est cette courbure? L'équation générale nous donne une équation qui s'appelle l'équation d'Einstein, qui nous dit si on a un objet massif, comme le Soleil, on peut calculer la courbure de l'espace-temps. On fait le calcul, on trouve la courbure de l'espace-temps mathématiquement. Maintenant on prend une particule, par exemple la Terre, et on dit quel chemin elle va suivre dans la courbure de l'espace-temps. On fait le calcul, on voit, elle décrit une ellipse. Tout marche bien. Et on retrouve toutes les lois de la physique, et puis quelques nouvelles lois dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc, Einstein invente une nouvelle théorie. Le premier point, c'est que dans toutes les situations relativement ordinaires, je vais expliquer ce que j'entends par ordinaire, déjà, cette nouvelle loi prédit les mêmes effets que la physique de Newton. Bon, on est content, puisque la physique de Newton marchait, ça veut dire que dans toutes les conditions ordinaires, cette physique marche aussi. Donc au moins, il y a ça. Bon, le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus compliquée. Donc qu'est-ce qu'on a gagné à remplacer une théorie simple par une théorie compliquée? On a gagné déjà quelque chose, c'est que du point de vue conceptuel, vous voyez qu'il y a plus ce problème de l'éther et de l'action à distance, puisque finalement, l'espace-temps est courbe, donc les corps n'ont pas le choix, ils suivent la courbure de l'espace-temps. Et ça explique encore une autre chose qui était restée inexpliquée dans la physique de Newton, c'est que dans un champ gravitationnel donné, tous les corps subissent la même accélération. Vous savez, c'est la fameuse expérience dont on dit que Galilée l'aurait menée du haut de la tour de Pise. Quand on lâche deux corps différents, ils ont la même accélération, donc ils vont arriver en même temps en bas, même si c'est des corps de nature très différente, du métal, du bois, du papier, tout ce que vous voulez. Et ça, Newton le savait, il l'avait mis dans sa théorie, mais on ne savait pas d'où ça venait. Chez Einstein, c'est complètement naturel, puisque les corps, ils sont dans le même espace-temps. Donc, ils subissent la même courbure de l'espace-temps, et rappelez-vous, c'est la courbure de l'espace-temps qui entraîne les accélérations. Donc, dans cette nouvelle théorie, il est complètement naturel que les corps subissent la même accélération, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et ce fameux principe d'équivalence, qui finalement a été mis un peu de force dans la physique newtonienne, il apparaît comme une propriété naturelle et fondamentale en relativité générale. Donc, encore un intérêt conceptuel de cette théorie. Donc, on a d'un côté la physique newtonienne, qui marche assez bien dans les circonstances normales, avec un gros problème conceptuel. D'un autre côté, la relativité générale, qui marche tout aussi bien dans les conditions normales, avec plus aucun problème conceptuel, mais une description mathématique un peu plus technique quand même. Quelle est la bonne théorie? Eh bien, ce dont on s'aperçoit, j'ai parlé de conditions normales, de conditions ordinaires. Ces conditions ordinaires, c'est les conditions où le champ gravitationnel n'est pas très fort. En fait, à la surface de la Terre, il n'est pas très fort, effectivement. Mais lorsque le champ gravitationnel devient intense, eh bien là, on s'aperçoit que les effets que prédit la relativité générale et ceux que prédisent la physique newtonienne deviennent très différents. D'autant plus différents que le champ gravitationnel est intense. Ce qui veut dire que si on trouve comme ça, si on trouve des situations comme ça, et qu'on fait des expériences, on va pouvoir trancher entre la physique newtonienne et la physique relativiste. Eh bien, dès 1919, c'est-à-dire dès quelques années après l'énoncé de la relativité générale par Einstein, on a trouvé des situations comme ça. Et toutes ces situations ont confirmé la relativité générale. C'est-à-dire qu'on était dans des situations où, selon la physique newtonienne d'avant, on s'attendait à mesurer aucun effet. Selon la relativité générale, on s'attendait à mesurer un certain effet qu'on avait calculé, et chaque fois, on a trouvé cet effet. Quelles étaient ces situations? Eh bien, il y en avait essentiellement trois. Il y avait premièrement l'orbite de Mercure. L'orbite de la planète Mercure, la planète Mercure, c'est la plus proche du Soleil. Donc, c'est elle qui sent le plus l'attraction gravitationnelle du Soleil. Donc, de toutes les planètes, c'est celle qui est dans le champ gravitationnel le plus intense. Donc, s'il y a des effets de la relativité, ce qu'on appelle des effets relativistes, qui diffèrent des prédictions newtoniennes, c'est sans doute sur la planète Mercure qui doivent être le plus intenses. Et effectivement, on s'était aperçu quand même qu'il y avait une petite caractéristique de l'orbite de la planète Mercure qu'on n'expliquait pas. Et bien, quand on a fait le calcul relativiste, on a montré que la relativité expliquait très exactement cette petite différence entre les prédictions de la physique newtonienne et les observations. Premier succès. Deuxième succès de la physique relativiste, eh bien, sa caractéristique, comme je vous l'ai dit, c'est que l'espace-temps est courbe.
donc dans un espace-temps courbe, rien ne peut se propager en ligne droite. Rien, même pas les rayons lumineux, puisqu'il n'y a pas de ligne droite. Donc, une des prédictions de la relativité générale, c'est que les rayons lumineux décrivent non pas des droites, mais des courbes. Alors, si vous imaginez un rayon lumineux qui m'arrive en suivant une courbe. Bon, un rayon lumineux, il est émis par exemple par une étoile. L'étoile est ici, sa lumière m'arrive en décrivant une courbe. Bon, ben, elle m'arrive comme ceci, mais moi je vois la lumière qui m'arrive comme ceci, je vais dire l'étoile est là. Alors c'est-à-dire je vais voir l'image dans cette direction, puisque c'est dans cette direction que le rayon m'arrive, alors qu'en fait l'étoile est là, mais son rayonnement ne m'arrive pas en ligne droite. Donc, ce que prédit la relativité générale, c'est que dans certains cas, c'est-à-dire quand il y a un champ de gravitation suffisamment intense, les rayons lumineux doivent être courbes, donc on doit voir les images des objets dans une direction qui n'est pas celle où ils sont vraiment. Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer des situations comme ça? Oui. C'est-à-dire que si on a une image très lointaine, si on a une étoile très lointaine qui envoie un rayon lumineux et que le rayon lumineux passe près du Soleil, ce rayon lumineux va sentir l'attraction gravitationnelle du Soleil, le champ gravitationnel du Soleil, donc il va être courbé. Donc l'étoile, même si elle est là, moi je vais la voir ici, je vais voir son image ici. Bon, très bien, très belle prédiction. Le problème, c'est que quand une étoile est à côté du Soleil, ben on ne la voit jamais parce que la lumière du Soleil nous éblouit tellement qu'on ne peut pas voir l'étoile, donc qu'elle se déplace, que son image se déplace ou pas, on ne peut pas le savoir, à cause de l'éblouissement par le Soleil. Mais il y a une situation où on ne sera pas ébloui par le Soleil, c'est lorsqu'il y a une éclipse. D'où l'idée d'aller faire cette observation en 1919 pendant une éclipse. Et il y a des expéditions qui ont été envoyées à ce moment-là, une expédition au Brésil, une autre en Afrique occidentale, parce que c'est là qu'on voyait le mieux l'éclipse, avec des télescopes précis pour observer dans la direction du Soleil, au moment où on ne voyait plus, et essayer de voir qu'au moment où le Soleil passait près de l'étoile, la position de l'étoile devait bouger légèrement et puis revenir quand le Soleil était passé. Bon, ils ont enregistré cet effet, qui était vraiment un effet de la courbure des rayons lumineux, et 1919, ça a été une confirmation supplémentaire de la relativité générale. Le troisième effet qui a confirmé ça est un petit peu plus compliqué et il est précisément lié aux effets temporels dont je vais parler maintenant. Mais avant d'attaquer ça, je voulais vous dire que cet effet de courbure des rayons lumineux, qui donc a été enregistré en 1919 dans des conditions très difficiles, aujourd'hui on en voit des effets absolument sans arrêt en astrophysique, en astronomie. Vous avez entendu parler peut-être des mirages gravitationnels, des arcs gravitationnels, des lentilles gravitationnelles, etc. Tout ça, ce sont des effets de la courbure des rayons lumineux. On en a enregistré, je ne sais pas moi, des centaines, peut-être aujourd'hui des milliers, et ce sont des effets qu'on ne peut expliquer que dans le cas de la relativité générale, et qui donc en sont des confirmations supplémentaires. Autre confirmation supplémentaire, on a observé en astrophysique des tas d'effets, bon, je ne veux pas détailler, mais on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse, qui confirment cette théorie de la relativité générale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure elle peut modifier notre conception du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que la relativité générale nous dit à propos du temps, donc de manière, je dirais, relativement directe. Autrement dit, si vous voulez, qu'est-ce que le temps relativiste? On a déjà vu le temps relativiste au sens de la relativité restreinte. Maintenant, on va voir ce que nous apporte en plus la relativité générale. Et pour anticiper, je vous ai dit que la théorie de la relativité générale était une théorie de la gravitation, mais puisqu'on décrit la gravitation par la courbure de l'espace-temps, c'est une théorie de l'espace et du temps, de l'espace-temps. Or, l'univers, c'est l'espace-temps. Donc, la relativité générale convient extrêmement bien pour faire une théorie de l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie de l'univers? C'est exactement ce dont parle la cosmologie. La cosmologie s'intéresse à construire une théorie ou un modèle d'univers, ce qu'on appelle un modèle cosmologique. Et une fois qu'on connaît la relativité générale, eh bien, on est obligé de construire ce modèle cosmologique dans le cadre de la relativité générale. Ça va donc être un modèle cosmologique relativiste. Et si on veut parler du temps en cosmologie, on devra parler du temps dans le cadre d'un modèle cosmologique relativiste. Par exemple, les modèles de Big Bang, qui sont ceux qui marchent le mieux aujourd'hui. Du point de vue de la relativité générale, on peut imaginer d'autres modèles que les modèles de Big Bang. C'est-à-dire que parmi tous les modèles cosmologiques relativistes qu'on imagine, il y a ceux de Big Bang et puis il y en a plein d'autres. Le problème, c'est que pour le moment, les seuls qui marchent, c'est les modèles de Big Bang. Donc on croit que c'est ceux-là qui conviennent le mieux, mais d'un point de vue purement théorique, il peut y en avoir d'autres, et il peut y en avoir d'autres où le temps cosmologique, si vous voulez, aurait des propriétés
très bizarre. Mais avant d'aborder la cosmologie, revenons d'abord à la relativité générale elle-même. Alors, puisque l'espace-temps se déforme, et que dans l'espace-temps, on peut définir plusieurs temps, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que tous ces temps vont se déformer en même temps. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez une sorte de feuille de papier, ou plutôt de tissu souple sur laquelle vous tracez des lignes. Si vous froissez un peu la feuille, les lignes vont se déformer. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des propriétés du temps assez bizarres. Vous voyez même que si vous dessinez sur une feuille de papier des lignes, même vous tracez au départ des lignes droites, puis vous déformez la feuille, vous la froissez suffisamment, il va peut-être y avoir des lignes qui vont se refermer. Donc on pourrait imaginer qu'en relativité générale, à cause de la courbure, si celle-ci devient suffisamment intense et si les choses sont suffisamment tordues, on pourrait même avoir certaines lignes de temps qui se referment. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, une ligne de temps qui se referme? Ça voudrait dire que le temps, en général, on dit qu'on avance du présent vers le futur. Mais si ça se referme, vous voyez que le futur, après qu'on aurait décrit un cercle sur cette ligne de temps, reviendrait dans le passé. C'est-à-dire qu'il y aurait un temps vraiment cyclique, dans un sens très rigoureux. Alors, est-ce qu'une chose comme ça est possible? Alors, si on s'intéresse purement à la définition stricte de la relativité générale, en termes, je dirais, quasiment géométriques, cette chose-là est possible. C'est-à-dire, rien n'interdit dans cette théorie que certaines des lignes de temps qu'on peut définir dans l'espace-temps soient fermées. C'est-à-dire, rien n'interdit que... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de temps? Rappelez-vous, c'est la définition du temps pour un certain observateur, finalement. J'aurais tendance à dire comme vous ou moi, ce n'est pas tout à fait vrai, comme on va le voir. Mais enfin, dans un premier temps, on peut faire comme si c'était vous ou moi. Ça veut dire que pour vous ou moi, justement, en allant suffisamment loin dans le futur, on se retrouverait dans le passé. C'est quelque chose qui semble impossible à admettre. Et on ne peut pas donner un sens à quelque chose comme ça, apparemment. Ça heurte ce qu'on appelle le principe de causalité, qui nous dit, pour simplifier, que lorsqu'on a deux événements, on peut très bien distinguer si l'un est la cause de l'autre ou l'autre la cause de l'un, mais ça ne peut pas être les deux. Alors que là, vous voyez, je serais même moi-même dans mon propre passé, donc je pourrais faire quelque chose qui serait la propre cause de ce quelque chose. Enfin bon, ça amène à des paradoxes assez frappants. Donc, on aurait tendance à dire, dans un premier temps, que même si la relativité générale, dans une certaine formulation, autorise ce genre de situation, on va dire qu'en vertu d'un autre principe que l'on imposera à la théorie, une certaine forme du principe de causalité, on va dire non, ce genre de situation est interdite. C'est-à-dire toute situation, même si on a tendance à la prédire mathématiquement, toute situation de ce genre, on va dire ça correspond à quelque chose qui n'est pas physique et on ne veut pas en entendre parler. Bon, très bien, c'est une manière de voir les choses qui est finalement assez sage, assez conforme à notre intuition et qui évite les paradoxes. Mais c'est assez intéressant de voir si vraiment on ne peut pas lever cette espèce d'interdiction. Quand on le fait, on s'aperçoit que si en relativité générale, on veut imaginer une situation où on aurait des lignes de temps fermées, ces situations sont quand même, vous en doutez, très bizarres. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la géométrie de l'espace-temps, eh bien, elle est déterminée par l'intermédiaire des équations d'Einstein, elle est déterminée par le contenu de l'espace-temps. C'est-à-dire, par exemple, dans le système solaire, vous avez le Soleil au centre, eh bien, c'est essentiellement le Soleil qui va être à l'origine de la courbure de l'espace-temps dans le système solaire. Bon, dans ce cas-là, cette courbure, elle est assez faible, elle est bien gentille, elle donne lieu à des effets que l'on connaît et qui n'ont rien de mystérieux. Bon. Maintenant, on pourrait se dire, est-ce qu'il existe une certaine situation physique, ça sera quelque chose forcément de plus bizarre que le Soleil, qui donnerait lieu à une courbure, je dirais, tellement intense et tellement caractéristique qu'il y aurait des lignes de temps fermées? La réponse est, en toute rigueur, c'est possible, mais cette sorte de matière, énergie, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui serait à l'origine d'une telle configuration, elle est tellement bizarre qu'on a tendance à se dire que de toute façon, ça n'existe pas non plus dans la physique. Mais on ne peut pas l'exclure totalement. Donc, cette possibilité, elle existe. Mais on s'aperçoit que si elle existe, elle ne peut être que très locale.
C'est-à-dire, à la limite, on peut imaginer qu'il y ait, je dirais, une particule pour qui la ligne de temps soit fermée. Peut-être 2, peut-être 3, etc. Mais pas suffisamment, par exemple, pour constituer un organisme comme le nôtre. Alors finalement, est-ce que ça pose paradoxe? Parce que nous, ce qui nous gênerait, c'est que notre propre passé coïncide avec notre propre futur, etc. Bon, tous les paradoxes auxquels ça mène. Ça, il n'y a aucun doute, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, qui serait vraiment paradoxal. Mais si vous dites, là-bas, il y a une particule qui décrit une ligne de temps fermée, qu'est-ce que ça change finalement? Alors, je ne peux pas vous faire tout un cours là-dessus, mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit que ça ne pose pas de problème particulier. C'est-à-dire que s'il existait un temps unique, alors là, évidemment, puisque ce temps unique serait aussi mon propre temps, et qu'il est interdit, il me semble qu'il est interdit que mon propre temps boucle sur lui-même, si mon propre temps coïncidait avec le temps unique, bon, il serait interdit que le temps unique se reboucle sur lui-même. Si maintenant chacun a son temps, y compris chaque particule élémentaire a son temps propre, tant que mon temps propre n'a pas de propriété bizarre qui viole la causalité, finalement, ça n'est peut-être pas si gênant que ça que pour une particule ou deux, là-bas, quelque part, la causalité soit violée. Et en fait, moi j'ai tendance à penser que ça ne pose aucun problème. Donc, dans un univers où il y a une infinité de temps propres, pour chacune des particules finalement à son temps propre, tant que le temps qui me concerne moi n'est pas affecté, il me semble que ça ne me gêne pas que des particules puissent finalement ne pas obéir au principe de causalité. Bon, prenez ça un peu comme une parenthèse, mais c'est pour vous dire que ce principe de causalité, il n'est pas forcément sacro-saint. Il peut y avoir quelques accros, et pour vous dire aussi qu'on a bien du mal en physique lorsque l'on cherche à construire une théorie ou un modèle et à se demander quels sont les principes fondamentaux sur lesquels on doit se fonder. Quels sont les principes, je dirais, presque de logique. Et on aurait tendance à dire que le principe de causalité est un de ceux-là. Bon, peut-être pas. Dans la grande majorité des situations, oui, mais ça n'est peut-être pas un dogme absolu. Il faut garder ceci à l'esprit. Bon, je n'aurai pas, je pense, l'occasion de reparler de ces choses-là, mais je voulais simplement vous le signaler. Donc revenons au temps de la relativité générale, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je fais une mesure de temps, avec une montre ou avec n'importe quelle horloge, eh bien c'est toujours finalement mon temps propre, c'est-à-dire un temps local dans la zone qui m'environne directement. Parce que même si je suis dans un laboratoire avec une horloge, c'est pas loin. Même si j'écoute le temps à la radio, il est émis par une station qui est toujours sur la Terre, c'est-à-dire à l'échelle cosmique, ça n'est jamais bien loin. Il ne s'agit jamais du temps qui s'écoule sur une autre planète, sur une autre galaxie, etc. Mais maintenant, imaginons la chose suivante. Imaginons que je sois dans un endroit où le champ gravitationnel est intense. Par exemple, à la surface d'une étoile extrêmement dense. Bon, les étoiles extrêmement denses, il y en a dans l'univers, par exemple ce qu'on appelle les étoiles à neutrons, où le champ gravitationnel est très fort. Le Soleil est une étoile de densité moyenne, donc il n'est pas très dense, mais il est moyennement dense, et à la surface du Soleil, le champ de gravitation n'est pas très intense. Il est un peu plus intense que sur Terre, parce que le Soleil c'est quand même très massif, mais bon, déjà, donc on peut se dire, on est dans une situation où, comme le champ gravitationnel est raisonnablement intense, on peut avoir des effets importants. Très bien. Donc prenons cette situation et imaginons qu'on mette une horloge à la surface, une montre plutôt, à la surface du Soleil. Bon, imaginons une montre suffisamment robuste pour résister aux milliers de degrés en question, mais je suis sûr que ça serait même possible de la fabriquer techniquement. Mais vous allez voir que ce n'est même pas la peine. Donc on a une montre qui émet bien gentiment son tic-tac toutes les secondes. Il se trouve que ce que nous dit la relativité générale, alors imaginons que ce tic-tac, en même temps il y a un petit émetteur radio qui nous envoie tic-tac, donc qui envoie tic-tac toutes les secondes. Et dans ce cas-là, il se produit quelque chose, nous dit la relativité générale, qui va être
un peu semblable à ce qui se produisait en relativité restreinte lorsque la source était en mouvement. Ici, la source n'est pas en mouvement, mais elle a une caractéristique quand même, c'est qu'elle est dans un champ gravitationnel, pour être plus rigoureux, il faudrait dire dans un potentiel gravitationnel, intense. Et bien, ce que nous dit la relativité, c'est que si cette source émet un tic-tac toutes les secondes, nous, on va recevoir le tic-tac, non pas toutes les secondes, mais toutes les, mettons, 1,1 seconde, avec un décalage temporel. Alors, est-ce qu'on pourrait envoyer une horloge à la surface du Soleil? Ce n'est pas la peine, il y en a déjà. Pourquoi il y en a déjà? Est-ce que vous savez quelle est la définition de la seconde? La définition de la seconde, c'est par définition la période de vibration d'un certain atome, un atome de césium, la période d'une certaine manière de vibrer pour un certain atome qui est l'atome de césium. Peu importe de quel atome et quelle vibration il s'agit, mais ce qui est important, c'est que ça, c'est une constante de la nature. C'est-à-dire vous pouvez prendre un atome de césium, le mettre dans n'importe quelle circonstance, vous balader avec lui, aller n'importe où, il va toujours battre de la même manière. Et sa fréquence, enfin sa période, si vous voulez, qui est l'inverse de sa fréquence, sera toujours la même fraction de seconde. À tel point qu'on le prend même maintenant comme une définition de la seconde. Parce qu'avant, on pouvait prendre le temps, la durée de rotation de la Terre sur elle-même, mais cette durée, elle ralentit un peu, elle bouge un peu s'il y a une étoile qui passe pas loin, ou chose comme ça. C'est jamais extrêmement fixe. Donc, on prend une vibration fondamentale. Et c'est ça l'unité de temps. Bon, ben c'est très simple, parce que maintenant, en fait, chaque atome a des périodes fondamentales de vibration. Elles sont toutes reliées entre elles par des lois constantes. Donc, ça veut dire que finalement, n'importe quel atome peut être considéré comme une petite montre, puisqu'il suffit d'enregistrer sa fréquence de vibration pour avoir finalement une idée du temps qui s'écoule pour cet atome. Mais qu'est-ce que c'est que la fréquence de vibration d'un atome? Ben, c'est très exactement la longueur d'onde de la lumière qu'il émet. Ou si ce n'est pas de la lumière, c'est du rayonnement X, etc. Donc il suffit de regarder les atomes qui sont sur le Soleil, à la surface du Soleil, et de regarder les fréquences, les longueurs d'onde du rayonnement qu'ils émettent. Ben pour ça, c'est facile. On prend la lumière du Soleil et on prend un prisme ou un réseau qui joue le même rôle. On décompose la lumière et dans cette décomposition de la lumière, ce qu'on appelle un spectre, on reconnaît les longueurs d'onde des différentes vibrations de tous les atomes. Ces longueurs d'onde sont à des fréquences bien caractéristiques, correspondent à des fréquences bien caractéristiques, et on va retrouver celles d'un atome bien identifié. Et on s'aperçoit qu'au lieu de trouver la valeur qu'on trouve sur la Terre, on trouve une valeur légèrement différente. Donc cette différence, elle a deux causes. La première cause, c'est que le Soleil n'est pas immobile par rapport à nous, puisque nous tournons, ou il tourne autour de nous, comme on veut. Donc il y a un certain mouvement du Soleil par rapport à la Terre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la relativité restreinte, lorsqu'il y a un mouvement, eh ben, les fréquences sont un petit peu décalées. C'est un décalage des fréquences dû à la vitesse du Soleil par rapport à nous. Et il y a un deuxième effet qui se rajoute à ça, qui est dû au fait que l'horloge, c'est-à-dire l'atome qui est à la surface du Soleil, se trouve dans un certain potentiel gravitationnel. Ça rajoute un autre décalage, et on observe très bien ces deux décalages. Parce que le premier, comme la vitesse du Soleil varie, ben il varie, tandis que l'autre reste constant. On arrive du coup à les séparer, à les mesurer. Et ça, finalement, c'était le troisième des effets dont je vous parlais tout à l'heure, qui a servi à confirmer très rapidement la théorie de la relativité générale. Donc, on observe qu'effectivement, une horloge qui est dans un champ gravitationnel intense, l'horloge, elle marche toujours de la même manière, mais son temps à elle et notre temps à nous, qui ne sommes pas dans ce potentiel, sont décalés. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle un décalage. Et on appelle ça souvent un décalage vers le rouge aussi, comme pour les galaxies, bien que ça soit un peu différent, parce que ce décalage, il va souvent allonger les fréquences. Et quand on allonger les périodes, c'est-à-dire diminuer les fréquences. Et quand on allonge la longueur d'onde ou la période d'un rayonnement visible, ça veut dire qu'on le fait aller un petit peu vers la couleur rouge. C'est pour ça qu'on appelle ça un décalage vers le rouge. Et ici, il s'agit d'un décalage vers le rouge gravitationnel. Alors ça veut dire que, par exemple, si vous observez une étoile qui est en train de vibrer,
Une étoile, c'est un objet énorme, évidemment. Donc une étoile qui est en train de vibrer avec une fréquence, par exemple, toutes les secondes. Ça peut exister, ou même tous les jours, si vous voulez. Hein, une étoile, c'est un objet énorme que ça peut vibrer avec des vibrations tous les jours. Ben, cette étoile vibre avec une fréquence, avec une période d'une journée, mais s'il y a un champ gravitationnel fort, vous allez la voir vibrer, non pas en 24 heures, mais en 25 de nos heures à nous, bien que l'étoile vibre dans 24 de ses heures à elle. Et si vous alliez sur cette étoile avec votre montre, vous la verriez bien vibrer dans 24 de ses heures à elle. Donc on dit que parfois, la relativité générale, c'est que le temps est élastique. Bon, c'est une image qui a sa portée, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que pour chacun, le temps s'écoule et que les effets un peu bizarres viennent lorsque l'on cherche à comparer ces temps les uns aux autres. Mais en fait, dans l'écoulement du temps tel que chacun le ressent, il n'y a jamais aucun problème. Comme dans les jumeaux de Langevin, chacun des jumeaux de Langevin, pour lui, tout se passait absolument de la manière la plus normale. C'est-à-dire pour chacun, le cœur continue à battre toutes les secondes, la respiration, le temps qu'il faut pour réfléchir, pour lire un livre, tout ça se passe pour digérer, tout ça se passe de manière tout à fait normale, toutes les expériences de physique, à la surface du Soleil aussi. Mais le point fondamental vient lorsque un observateur essaye d'avoir connaissance du temps d'un autre. Et c'est là qu'il y a des impossibilités de synchronisation. Il est impossible de définir des éléments simultanés. Il est impossible de définir des durées, puisque entre deux événements, la durée que donnera l'un ne sera pas la même que donnera l'autre, etc. Donc vous voyez, ce qu'on appelle élasticité du temps, c'est un terme qui est assez imagé et qui donne une assez bonne idée de ce qui se passe, mais c'est plutôt vraiment le fait qu'il y a des temps multiples et que ces temps multiples n'ont aucune raison de coïncider. Et je dirais, si nos temps coïncident, c'est un peu par un effet de chance, parce que d'abord, nous avons les uns par rapport aux autres des vitesses nulles par rapport à celles de la lumière, insignifiantes, et d'autre part, nous sommes dans le même champ gravitationnel qui est celui de la Terre. Et de toute façon, même si on était, par exemple, en orbite dans un satellite, les effets sont très faibles. Donc, on s'apercevrait de rien. On s'apercevrait de rien, mais rappelez-vous le système GPS. Le système GPS, c'est un système qui permet de se repérer par rapport à des satellites qui sont en orbite. Bon, si vous avez fait de la montagne, si vous avez fait de la navigation, de l'aéronautisme ou des tas d'autres circonstances, vous avez utilisé un système GPS. Comment ça marche? C'est très simple. Mettons qu'il y ait 3 satellites. À chacun des satellites, j'envoie un certain signal. Dès que le satellite le reçoit, il me le renvoie. Je mesure le temps d'aller-retour de la lumière ou du rayonnement radio. Je fais ça et j'ai la distance du satellite. Si j'ai suffisamment de satellites et que je connais ma distance par rapport à tous, je sais me repérer par rapport à eux. Et comme eux savent où ils sont et qu'ils peuvent me le communiquer, je sais me repérer, par exemple, sur la Terre. Bon, c'est très bien. Donc vous voyez que c'est très exactement un système de repérage basé sur des mesures de durée. C'est-à-dire que finalement, je repère une position spatiale en mesurant des durées temporelles. Très bien. C'est une indication supplémentaire du lien entre l'espace et le temps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le temps qui s'écoule dans le satellite, c'est évidemment pas le même que le temps qui s'écoule ici. Et si je ne tenais pas compte de cette différence, c'est-à-dire si j'étais un ingénieur qui construit le GPS et surtout qui le programme, et si Einstein n'avait pas inventé la relativité, s'il n'avait pas donné les équations qui permettent de rentrer là-dedans, je programmerais mon GPS dans le cadre de la physique newtonienne ou même de la relativité restreinte, sans tenir compte des effets gravitationnels, je le mettrais en marche, et je trouverais qu'il y a des erreurs de l'ordre de la dizaine de mètres à peu près, alors qu'on a une précision qui est de l'ordre de 3 mètres. Donc vous voyez que le système GPS serait totalement inutilisable si on ne savait pas que le temps s'écoule de manière différente pour les différents observateurs. Et donc on peut dire, à contrario, le système GPS, le fait que ça marche, c'est une preuve supplémentaire, et dans ce cas-là assez directe, de la théorie de la relativité générale, et plus spécifiquement, du fait que dans cette théorie, le temps s'écoule différemment pour les différents observateurs. Alors ça, vous avez bien compris, c'est vrai localement, c'est-à-dire le temps ici ne s'écoule pas comme dans le satellite, ça ne s'écoule pas comme dans le Soleil, etc.
plus on va aller loin, plus ces effets vont avoir des chances d'être importants. Mais il y a deux sortes d'effets, vous avez bien compris, qui vont s'additionner. Il y a premièrement l'effet de décalage temporel qui peut être dû aux vitesses et aux accélérations, comme dans l'expérience des jumeaux de Langevin. Et puis il y a l'effet gravitationnel qui, lui, n'apparaît que lorsqu'on fait intervenir la théorie de la relativité générale et qui n'apparaît que quand il y a de la gravitation. Mais dans l'univers, il y a des tas d'endroits où il y a des vitesses élevées, il y a des tas d'endroits où il y a de la gravitation. Donc les deux effets vont avoir l'occasion de se produire absolument partout et toujours. Mais quand on veut vraiment s'apercevoir de ce qui se passe, eh bien, il faut aborder ce domaine un peu nouveau qui s'appelle la cosmologie. Donc ça m'amène finalement à parler de ce troisième volet du temps auquel je veux m'intéresser avec vous, qui est celui du temps en cosmologie. Mais peut-être le mieux, c'est de faire une interruption maintenant et de répondre éventuellement à vos questions sur le temps de la relativité restreinte ou générale, avant d'aborder ce troisième volet plus spécifique qui est la cosmologie, qui nous amènera à nous demander premièrement, d'abord, qu'est-ce que c'est que la cosmologie, c'est-à-dire comment, à partir de la théorie de la relativité générale, on peut aborder la cosmologie, construire un modèle d'univers, quelles sont les caractéristiques des modèles d'univers que l'on peut envisager, notamment ces fameux modèles qu'on appelle modèles de Big Bang, quelles sont leurs caractéristiques et quelles sont leurs caractéristiques du point de vue temporel. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, vous verrez que, alors il semble qu'en relativité générale, on a perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'on a perdu la possibilité de définir un temps unique, puisqu'on a des tas de temps qu'on n'arrive pas à faire correspondre. Eh bien, il se trouve qu'en cosmologie, on va la retrouver dans certaines circonstances. Pourquoi ? Parce que si l'on suppose que l'univers a une certaine régularité, et c'est plus ou moins ce que l'on pense, du moins dans les modèles que l'on utilise en général pour décrire l'univers, si l'on pense que l'univers a une certaine régularité, ça permet de définir, non pas un temps unique, parce que les temps existent toujours pour tous les observateurs, mais ça permet de définir quand même une espèce de temps commun à tout le monde, qu'on va appeler le temps cosmique, auquel chacun aura peut-être un temps différent, mais il pourra toujours se synchroniser par rapport à cette espèce de temps cosmique qui va servir de référence. Donc, on va être capable de définir un temps cosmique, et puis, puisqu'on a un temps cosmique, c'est ce temps cosmique qui va servir à repérer les phénomènes cosmiques. Parce que dans l'histoire de l'univers, alors vous savez évidemment que l'univers est en expansion, je vous en parlerai, et du fait que l'univers est en expansion, il a une histoire, il a une évolution, ce qui veut dire que dans son histoire se produisent certains phénomènes à l'échelle cosmique, certains événements à l'échelle cosmique. Et on veut évidemment pouvoir les repérer, et bien justement, on dispose d'un certain temps cosmique, et c'est ce temps cosmique qui va servir à repérer les phénomènes cosmiques. Donc ça va nous amener à parler de ces phénomènes cosmiques, à parler de l'écoulement du temps cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène général qu'est l'expansion ? Et du coup, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui définit le temps ? Ça, c'est le problème fondamental. Qu'est-ce qui définit le temps ? Qu'est-ce qui définit, par exemple, la direction entre le passé et le futur ? Est-ce qu'il y a une origine du temps ? Tous ces problèmes, personne ne connaît les réponses, moi non plus, mais une chose est certaine, c'est qu'il doit y avoir un lien avec la cosmologie. Par exemple, le fait que l'univers soit en expansion et pas en contraction, ça veut dire que dans le passé, il était petit, et dans le futur, il sera plus grand. Est-ce que, justement, ça n'est pas quelque chose qui a trait à la définition du passé et futur ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, plutôt que de dire, dans le passé, l'univers était plus petit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de dire, la définition du passé, c'est quand l'univers était plus petit ? Vous voyez, c'est-à-dire essayer de définir la distinction passé-futur, ce qu'on appelle quelquefois la flèche du temps, à partir de la cosmologie et de l'expansion. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça dans le cadre de la cosmologie relativiste, et puis aussi dans un cadre encore plus novateur, dont je vous dirai peut-être quelques mots, qui est celui de la gravitation quantique, de la cosmologie quantique, qui ne sont pas du tout, comme les théories dont j'ai parlé, des théories qui sont aujourd'hui au point, qui sont acceptées, mais qui sont des sortes de spéculations théoriques sur ce que pourrait être peut-être la physique de demain ou du siècle prochain. Donc ça, c'est le programme essentiellement de la prochaine séance. Et maintenant, je répondrai à vos questions, si vous en avez.